5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. On retrouve ce monde particulier que nous révèle, je mets ça au pluriel, Descartes et Merleau-Ponty. On aurait pu choisir d'autres auteurs. On aurait pu, par exemple, faire intervenir et demander à Spinoza ce qu'il en pense. Mais on verra un peu plus tard si on peut s'appuyer sur d'autres auteurs nous permettant de mieux comprendre ce jeu que nous cherchons. Alors, si on revient vers Descartes, ce qui fait la spécificité de l'homme par distinction avec l'animal, c'est ce qu'on appelait historiquement l'âme. Mais l'âme, non pas l'âme religieuse, l'âme qui serait en quelque sorte une image, comme disent certaines religions, une image de Dieu, mais l'âme comme faculté de penser et de se penser. Donc, c'est ce qu'on dirait dans un langage un peu plus adapté au monde contemporain, on pourrait parler éventuellement de l'esprit. Ce qui nous permet de penser et de se penser. Penser le monde et de se penser dans le monde. Alors, quand on veut penser le monde, il faut le poser face à soi. On a vu que c'est la seule manière d'avoir une connaissance objective, c'est-à-dire une connaissance partageable entre plusieurs êtres pensant de cette manière, ce qu'on appelle par exemple une partie des communautés humaines, les communautés scientifiques, qui à travers les âges développent, font progresser cette possibilité de connaissance. C'est très important. Et on ne serait pas ce qu'on est si on ne développait pas nos connaissances. Et donc, c'est parfois aussi une grosse difficulté parce que certains pensent que c'est inutile. Ou certains pensent que certaines connaissances ne sont pas à faire valoir. Il faudrait même, à la limite, les empêcher de s'exprimer. On peut voir ça aussi dans le monde, dans certains États où l'autoritarisme s'impose, comme l'autoritarisme s'appuyant uniquement sur la question strictement financière ou économique, bref, faire des profits. Ce qui veut dire économique, bien sûr. Donc il faut quand même bien ne pas perdre de vue ce qui fait la dignité humaine, comme le fait remarquer Descartes. Donc, il faut se penser au monde, mais avec les moyens qui sont à notre disposition, pas avec des moyens qui viendraient de l'extérieur. Certains, effectivement, imaginent que la recherche ou la quête de vérité doit passer par des communautés religieuses, comme si la vérité était une réalité qui serait hors monde. Non. Ça, on peut parler de vérité, mais à ce moment-là, c'est une autre forme de vérité. Ici, je parle de vérité de connaissance. Donc, les vérités de connaissance sont relatives aux moyens de connaissance dont nous disposons, sciences et techniques, pour simplifier, pour réduire. Mais il n'y a pas que ça. Il peut aussi y avoir des connaissances liées à la compréhension. C'est ce que nous avait fait remarquer Merleau-Ponty. Effectivement, comprendre, c'est saisir un ensemble, une unité dans laquelle on est partie prenante. Connaître, c'est saisir un ensemble dans lequel on n'est pas a priori partie prenante, même si comme sujet connaissant, on y participe, mais de manière observationnelle, de manière pensante, et non pas de manière partageant le même monde. Voilà, c'est toute une grosse difficulté. Et dans ce sens, Descartes nous rappelle, avec vigueur et réalisme d'une certaine manière, que le seul guide de la connaissance, c'est la pensée rationnelle et la pensée méthodique. Voilà pourquoi Descartes est surtout un mathématicien qui nous a proposé notamment un discours de la méthode. Toutefois, même Descartes, d'ailleurs, le dit, en matière de connaissances scientifiques, il y a une nécessité de l'expérience.
Alors, cette nécessité de l'expérience, si on veut rester dans la quête de connaissances, doit être guidée par le bon usage de la raison. Et c'est ainsi que Descartes a produit ce fameux discours de la méthode qui permet en quelque sorte, de faire le meilleur usage possible de la raison. Alors, voir par exemple donc ce discours de la méthode, c'est un petit ouvrage qu'on peut rencontrer, notamment dans les intégrales de philo chez Nathan, pages 45-46 notamment, où il indique les principaux critères de la méthode. Mais il ne faut pas oublier quand même que Descartes est quand même plongé dans le monde, à la manière, si j'ose dire, de Merleau-Ponty. C'est aussi un être existant. Alors, par exemple, il va s'engager en 1616 dans les troupes du duc de Bavière. Et donc, ici, on voit bien que chez Descartes, finalement, il y a le jeu en quête de connaissance, et puis il y a le jeu existant dans le monde, au milieu des autres, et qui, parfois, bataille contre les autres. Ça nous fait penser un petit peu à Hobbes, parce que les batailles et les guerres montrent en évidence que c'est l'homme qui s'attaque à l'homme. C'est des hommes qui s'attaquent à d'autres hommes. D'ailleurs, parfois, même avec un esprit un peu tordu, voulant faire croire que d'autres hommes ne sont pas de vrais hommes. Mais jusqu'ici, je pense que le patrimoine génétique est là pour montrer que ces autres hommes, entre guillemets, qui seraient étrangers à l'humanité, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans certains esprits qui ont une mauvaise vision du monde, qui n'ont pas une bonne méthode pour regarder le monde, pour essayer d'en tirer un minimum de connaissances. Voilà, c'est Descartes. Nous essaierons de continuer notre petite démarche concernant donc cette fameuse question des jeux, on veut savoir qui parle. Quand on dit jeu, on voit que Descartes, il dit il y a au moins 2 jeux en nous. Il y a le jeu connaissant et il y a le jeu existant. À bientôt.